Bon, ce qui prime au départ, mais c'est souvent comme ça, hein, c'est presque toujours le lieu qui prime, enfin le lieu ou l'environnement. Dans le cas de Britney Spears, c'était quand même Los Angeles, et plus particulièrement la partie de Los Angeles qui était adonnée au Star System, puisqu'elle est quand même géographiquement délimitée aussi à l'intérieur de la métropole de Los Angeles. Même si je m'en suis évidemment écarté quand j'étais sur place, beaucoup. Et là, c'était ce qui primait, c'était le détroit, enfin, ce lieu, et bon, sa symbolique, tout ce qui l'entoure, et dont je viens de parler, bon, son importance géopolitique. Et à partir de ça, comment est-ce que j'ai procédé? Comme d'habitude, j'ai fait d'une part on va faire des repérages assez longs, près de 2 mois du côté arabe et près d'1 mois du côté perse. Et en fait, je travaille toujours, en fait, voilà, à force de le répéter d'ailleurs, c'est un peu lassant, mais c'est vrai, enfin, je ne prétends pas que j'aurais préféré faire du cinéma plutôt qu'écrire des livres, puisque si c'était le cas, rien ne m'empêchait de le faire. Enfin, si, j'aurais peut-être été un très mauvais cinéaste, mais j'aurais pu tenter le coup. Mais disons qu'en revanche, je conçois souvent mes livres dans ma tête, quoi, comme des films. Et donc de la même façon que... enfin, je ne sais pas, à vrai dire, comment travaillent les cinéastes, mais d'ailleurs je pense que c'est souvent quelque chose qu'ils délèguent. Mais moi je fais des repérages comme si je devais réaliser un film. Et avec une très grande attention aux détails, puisque c'est une des caractéristiques de mon travail. Et c'est aussi, enfin, une caractéristique de mon travail, c'est un des ressorts de mon écriture. Je suis toujours amené à décrire avec précision des choses précises. Quel que soit d'ailleurs l'intérêt ou l'inintérêt qu'elles suscitent dans le grand public. Là, par exemple, j'ai apporté ce souci du détail à la description de problèmes techniques, de défense. Je ne suis pas absolument sûr qu'ils intéressent grand monde, mais justement survolé par les avions du défilé du 14 juillet. Je les ai vus passer tout à l'heure, ils repassent alors, c'était des avions égarés qui ont retrouvé leur chemin. Donc il y a cette dimension du repérage, et après, alors je ne sais plus très bien, si vous voulez, pas plus dire dans le cas de Britney que dans le cas de Hormuz, il y a un moment où l'idée d'un récit me vient, quoi. Étant donné que je ne veux pas, pour toutes sortes de raisons, la forme du récit de voyage ne m'intéresse pas. D'autant plus d'ailleurs que traditionnellement dans le récit de voyage, il faut raconter des choses pittoresques, et que je raconte très volontiers des choses qui ne le sont pas. Il faut ressortir plutôt la banalité des lieux que je décris que leur originalité. Enfin, bon, et donc il s'agit de trouver quelque chose, un fil romanesque, si fragile, si ténu soit-il, qui tienne l'histoire, qui la fasse avancer. Et donc là, tout d'un coup, je pense que ces chemins faisant, et peut-être d'ailleurs, je peux le dire, compte tenu du fait que si on compare nos 2 livres, il serait difficile de m'accuser de plagiat, mais il se peut que j'ai été inspiré par ce projet absolument faramineux d'un auteur de la maison, là, qui est de la traversée de la France à la nage. Voilà, je ne peux pas dire que je l'ai lu en totalité, mais j'en ai lu quand même de larges pans avec beaucoup de plaisir. J'ai apprécié justement le fait que lui-même soit extrêmement précis dans ses descriptions, de telle sorte qu'on finit par se demander s'il n'a pas réellement traversé la France à la nage. Et je veux dire, cette idée m'avait beaucoup plu, quoi. Et donc il est tout à fait possible qu'elle ait contribué à me donner la mienne, quoi, dans ce contexte complètement différent, d'une tentative de traverser le détroit d'Ormuz à la nage. En dehors du fait que, voilà, à l'instar de Jean Echenoz qui collait ça autrefois dans sa très brève notice biographique, il disait de lui assez bon nageur. Voilà. Je pense pouvoir dire que j'ai été aussi un assez bon nageur, enfin peut-être même encore moins que Jean Echenoz. Au sens sportif, j'ai jamais été un assez bon nageur. Je n'ai jamais été un assez bon quoi que ce soit au sens sportif, mais disons que j'ai beaucoup nagé, la brasse principalement, hein, mais que j'aime ça, quoi. J'aime ça et que j'avais une certaine endurance, voilà, autrefois,
qui est quand même maintenant largement compromise par mon âge d'une part et mon tabagisme, mais oui, je pouvais nager longuement à la brasse. Voilà. Et donc j'ai eu cette idée que peut-être est-elle aussi inévitable quand on est sur le rivage d'un détroit, forcément on s'interroge sur les moyens d'atteindre la rive adverse, la rive opposée, et la nage en est un, en principe, sauf que ce qui réduit quand même cette possibilité, parmi d'autres facteurs, c'est il est extrêmement rare que d'une rive on puisse voir l'autre à l'œil nu. Parce qu'en plus les conditions climatiques ne s'y prêtent pas. Il y a presque toujours une brume de chaleur, plus ou moins dense, enfin très dense à certaines heures de la journée, et mêlée de vent de sable ou d'un reste de vent de sable, enfin de particules de poussière en suspension dans l'air, qui fait que la visibilité est presque toujours médiocre dans cette région. Donc cette idée m'est venue du gars qui envisageait de traverser le détroit à la nage, et du coup, forcément non d'ailleurs, parce que je pourrais, si j'étais un auteur plus imaginatif, me représenter par exemple un personnage beaucoup plus jeune que moi, mais sans doute n'ai-je pas la capacité de le faire, et donc je me suis plus ou moins mis à la place de ce malheureux qui envisage de traverser le détroit d'Ormuz à la nage, et moi je vois bien que j'en serais aujourd'hui, je n'en aurais certainement jamais été capable, mais je le suis encore moins aujourd'hui, du fait de mon usure. Donc en effet, le personnage, il est confronté à ça, au fait qu'il a... Bon, il sait qu'en fait, il n'a à peu près aucune chance d'y arriver, donc c'est une entreprise assez suicidaire. Ce qui l'amène d'ailleurs, parce qu'en fait, il n'est pas non plus suicidaire, donc il ne l'est que de manière tout à fait marginale, donc plus simplement, et plutôt que d'en crever, il envisage de tricher, c'est-à-dire de faire une partie du trajet en barque, avec un accompagnateur, et puis d'autres stratagèmes. Enfin, il se demande comment est-ce qu'il pourrait réaliser cet exploit sans le réaliser, sans en payer tout le prix, quoi. Et donc inévitablement, déjà le climat de la région, le climat, même au sens le plus terre-à-terre, enfin, cette chaleur humide extrême dont je parlais tout à l'heure, un certain ennui quand même qui s'en dégage, une certaine vacuité, je veux dire, de la culture, disons spéciale, en tout cas du côté émirati, une image assez sombre, quoi, de l'avenir, sous forme de tours de 800 mètres de haut, et de malls, de galeries commerciales couvrant des kilomètres carrés, et qui seraient finalement les deux pôles de la vie humaine dans l'avenir, plus d'immenses aéroports internationaux dont les territoires interfèrent pratiquement dans les Émirats, puisque chacun en veut un. Enfin bon, c'est une image assez consternante de l'avenir possible du système économique dans lequel on vit. Avec un symbole, enfin, un truc qui m'avait frappé, c'est des plantations inutiles. Enfin, au lieu de planter des plantes locales, il y a bien probablement des choses qui poussent dans le désert au bord de la mer. Je ne sais pas quel vendeur de génie a eu l'idée de leur fourguer des pétunias, et donc ils mettent partout, ils collent des pétunias, mais des dizaines de millions de pétunias sur des superficies gigantesques, et ce qui implique une dépense d'énergie, enfin d'eau bien entendu, mais aussi de moyens pour la déplacer, cette eau de goutte à goutte, etc., formidable. On imagine l'extraordinaire gâchis lié à cette prolifération du pétunia dans les Émirats du Golfe Persique. Voilà. Tout ça est une vision quand même assez caricaturale du monde dans lequel on vit et de celui dans lequel on pourrait être amené à vivre. Tout ça, ce que je disais, ce climat de guerre latente, toujours possible, même si elle est improbable, enfin, tout ça, plus je vous dis, non pas la découverte, mais la conscience renouvelée que ce projet lui fait prendre de son âge, de son usure, du fait que son temps est passé, quoi. Bon, tout ça engendre en effet quelque chose qu'on peut appeler de la mélancolie. Oui, oui. Je vois bien qu'il y a cette tonalité mélancolique dans le livre.
Et je pense qu'elle est liée à ce que je viens d'évoquer, à d'autres choses encore, quoi. Elle est liée au fait aussi, plus trivialement, que je me suis beaucoup emmerdé, comme une fois de plus, beaucoup moins d'ailleurs du côté iranien, parce que d'abord j'étais toujours accompagné, non pas du tout que les autorités m'aient imposé un accompagnateur, c'est moi qui les ai choisis, moi. Et selon des critères tels que je sais de manière absolument indubitable que c'était pas des espions qu'on m'avait collés pour me surveiller. Et donc voilà, c'était plus intéressant, parce que j'ai toujours été avec des Iraniens, et donc bénéficiant, si vous voulez, de leur regard sur la société dans laquelle ils vivent, alors que du côté arabe, sous prétexte qu'à peu près tout le monde parle anglais plus ou moins, ce qui n'est pas le cas sur la rive iranienne, j'ai travaillé seul, et donc avec comment dire, probabilité d'ennui bien plus grande, quoi. Voilà, outre, si vous voulez, que une différence également entre la rive iranienne et la rive arabe, c'est que sur la rive iranienne, il y a un peuple, et même pas n'importe quel peuple. Bon, sur la rive arabe, il n'y en a plus. Je suppose qu'il n'y en a jamais eu. Enfin, c'était un désert quoi, dans lequel ces villes champignons ont surgi, mais il n'y a pas de. À part dans le sultanat d'Oman, il n'y a pas de peuple. Le peuple, si, c'est une espèce de peuple de l'abîme. Un peuple parqué dans des camps, etc., et composé de centaines de milliers de travailleurs originaires du sous-continent indien. C'est ça le peuple. Mais il n'y a pas de peuple indigène, si je puis dire. Et quant aux travailleurs issus du sous-continent indien, eux, on les voit partout, mais ils sont assez inaccessibles. Ils sont en train de travailler, pas toujours avec entrain d'ailleurs, ils sont en train de somnoler à l'insu de leur chef, là où ils peuvent s'abriter, dans des coins d'ombre, etc. Voilà, tout ça n'est pas très gai, quoi, à vrai dire. Hein. C'est pas très gai, sauf par moments, mais c'est pas très gai. Ouais. Donc, oui, certainement, de la mélancolie, je pense qu'il y en a.